Ohio la MIF, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo FAQ tant attendue au Tokoin Temple ici à Kobe. Pourquoi j'ai choisi ce temple? Tout simplement parce que c'est le premier que j'ai visité en arrivant ici à Kobe, donc j'ai une petite affection particulière avec celui-ci. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, vous m'avez posé pas mal de questions sur le Japon, sur mon business en ligne, puis mon avenir en fait sur 2025. Donc je vais tâcher de répondre à toutes vos questions et je peux vous dire qu'il y en a des bien trash sur le Japon et j'ai pas mal de choses à débunker. On commence ici, ensuite les cascades et ensuite Suma Beach. J'espère que cette vidéo vous plaira. Allez, c'est parti, on y va. Alors ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais vous parler des questions vraiment axées sur le Japon. Ensuite, dans un second temps, quand on ira au niveau de la cascade, je vais vous parler de mon avenir, alors soit au Japon en 2025, soit ailleurs. Et puis ensuite, on finira sur les questions de business au niveau de Suma Beach. Voilà, je vais les répertorier en 3 catégories, comme ça ce sera plus simple. Et on commence tout de suite par une grosse question direct trash. Voilà, on va dans le vif du sujet. Les Japonais sont-ils vraiment racistes? Les Japonais traitent-ils les étrangers de la même manière que les autres Japonais? Par rapport à la première question déjà, les Japonais sont-ils vraiment racistes? La question est non. Il y a peut-être, moi on est quoi, mois d'août, ça va bientôt faire 1 an que je suis ici. J'ai été victime une fois de racisme dans un café par un petit vieux qui avait 80 ans quoi. Donc oui, il n'était pas très content que je sois là et il me l'a fait montrer. Enfin, il me l'a montré. Mais je veux dire, c'était un vieux de 80 ans, je peux pas lui en vouloir. Il a vécu un Japon sans étrangers. Qu'est-ce que je m'en fiche quoi. Je veux dire, en France, c'est exactement la même chose. T'es un rebeu ou un renois, tu vas dans un petit bled en pleine dans ma campagne là en Bretagne où tu as moins de 1000 habitants, c'est sûr que tu vas trouver un petit papy raciste qui va te dire que tu n'as rien à faire ici. Mais bon, ça c'est pas grave, faut juste changer de comportement, leur montrer que tu es gentil et au contraire, c'est à nous en tant qu'étrangers quand on est dans un autre pays de montrer qu'on a beau être différent, on est des personnes plutôt amicales et sympas. Voilà, pour la première question, les Japonais sont-ils vraiment racistes? Non. Ensuite, les Japonais traitent-ils les étrangers de la même manière que les autres Japonais? Pareil. La réponse est non. Tu auras beau avoir vécu 20 ans au Japon, parler un excellent japonais, tu restes un étranger pour eux. Ce qui est normal, tu es vraiment un étranger. Voilà, si tu es français, t'es pas japonais. En plus de ça, je suis content d'être un étranger au Japon. Et d'ailleurs, toutes les personnes de ma share house me le disent. Ils me disent, ce qui est cool avec toi, Ezekiel, tu penses différemment. Tu as un humour différent et quand on sort par exemple dans des karaokés et tout, il y a des choses que je vais faire inconsciemment qui va les faire rire en fait. Parce que je suis un étranger, pour moi ça me paraît anodin, mais pour eux ça les fait rire. Donc au contraire, cultivez toujours le fait d'être différent des autres. Et ça va vraiment vous apporter beaucoup de choses dans la vie. Ensuite, la vie au Japon est-elle vraiment plus chère qu'en France? Là j'ai envie de dire, la vie en France est-elle vraiment plus chère qu'au Japon quoi? Parce que si je dois répondre à ta question, le Japon c'est vraiment pas cher par rapport à la France. C'est plutôt l'inverse en fait. Le Japon, en ce moment, vous imaginez pas à quel point c'est stylé de vivre au Japon. J'ai vécu au Mexique, j'ai vécu à Bali. En termes de pouvoir d'achat, j'ai exactement le même en vivant à Kobe, voire plus que quand je vivais à Bali. Là, les restos, vous faites un ramen, vous en avez pour 5 ou 6 balles où j'habite. Combien? Alors à Tokyo, peut-être que c'est un peu plus cher, mais je veux dire, même à Osaka, parce que je vais souvent à Osaka, qui est une grande ville, Osaka c'est considéré peut-être comme la 2e ou 3e plus grosse ville du Japon, c'est pas cher quoi. Les restos, vous en avez pour moins de 10 balles, alors que tu vas en France, un resto, tu en as pour 30 balles minimum. Tout ça pour vous dire que le Japon, ça coûte vraiment pas cher en ce moment. Peut-être pour les touristes, les transports ça coûte cher et les logements ça coûte cher, les hôtels. Sinon, tout le reste, si vous vivez au Japon, ça coûte pas cher, franchement. Et encore plus, si vous êtes payé en euros et vous vivez avec vos euros au Japon, c'est comme si vous vivez avec moins 40% ou moins 30% tout le temps. Les femmes japonaises sont-elles aussi coûteuses que les européennes? Sortie cadeau, attention. Bon, je suis pas le meilleur, je suis pas un spécialiste là-dedans parce que j'ai jamais vraiment eu une copine à long terme en France. Et au Japon, pareil. Mais en tout cas, à ce qu'on m'a dit,
les femmes japonaises sont-elles aussi coûteuses que les européennes? J'ai envie de dire oui quand même, de manière générale. Elles aiment bien les petites attentions. J'ai des amis japonais qui dépensent pas mal de thunes dans des sacs ou des petites montres ou dans des sorties avec leurs copines. En France, en ce moment, il y a vraiment je trouve, les filles qui veulent par exemple payer leur part au restaurant. Ils trouvent ça normal de faire 50-50. Ici, c'est encore plutôt bien vu de manière générale de payer le resto pour sa copine et tout. C'est ce que j'ai à vous dire par rapport aux expériences qu'on m'a données. Ensuite, comment avance ton japonais? Pas trop compliqué. J'ai envie de dire ça pourrait être beaucoup mieux, normal. Je mets pas à 100% de mes efforts sur le japonais, mais c'est pas ma priorité comme je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo. Même si là, depuis le mois de mai, je m'y suis vraiment bien mis. J'ai passé un test récemment et j'ai validé un niveau A2 en termes de compréhension orale et expression orale. Ça me permet de me déplacer, poser des questions et de comprendre un peu le sens des conversations. Et ensuite, pas trop compliqué, si je suis pas très bon en langue et donc le japonais, si c'est très compliqué pour moi. J'arrive toujours pas à faire cette notion de sujet, complément, verbe et je suis toujours en mode sujet, verbe, complément. Donc ça c'est un peu dur encore, mais bon, à force de persévérance, ça va le faire. Comment ça se passe en soins médicaux au Japon? Alors ça c'est une très bonne question, surtout que j'ai une expérience, c'est que je suis en train de me soigner les dents ici au Japon. Et je trouve le système de santé japonais très bien fait. Il faut savoir qu'il y a une sécurité sociale à 80% et vous avez 20% de votre poche. Alors après, vous pouvez avoir une mutuelle avec votre entreprise ou payer une mutuelle extérieure. Moi, j'ai pas pris de mutuelle, j'ai une assurance privée. J'ai fait un devis du coup pour me faire enlever une dent en plomb et m'en faire mettre une en céramique et également soigner une petite carie que j'ai en haut. En France, j'avais fait un devis, c'était 1000 € à peu près. Alors qu'au Japon, là, ça va me coûter l'équivalent de entre 200 et 300 €, donc 4 fois moins cher. Et donc je vais commencer les soins là au Japon au mois de septembre, sachant que le Japon en tout cas pour les dents c'est voilà, c'est une bonne école quoi, c'est un bon pays pour se faire soigner les dents. Donc je trouve que les systèmes, enfin les soins médicaux et les systèmes de santé japonais est excellent. Ça serait cool une vidéo sur trois trucs drôles qui t'est arrivé au Japon. Ce n'est pas une question mais ce n'est pas grave. Eh ben écoute, je le note. En plus, j'ai pas mal de trucs drôles ou d'anecdotes sympas qui me sont arrivées au Japon, que ce soit en visa touriste ou là pendant mon PVT. Donc je mets ça de côté et je te promets de te sortir une vidéo par rapport à ça. Et petit spoil alerte, c'est sûr que ma top 1, ce sera par rapport à des Yakuza, forcément. Bref, j'ai répondu à toutes les questions liées au Japon. Donc on va passer à la suite de cette vidéo. Je vous emmène au niveau des cascades. C'est parti, on y va, let's go! Tourner une vidéo ici ça va être compliqué, avec le bruit de l'eau je pense que vous n'allez rien entendre, donc changement de plan, il faut que je trouve un autre endroit que cette magnifique cascade. On y retourne tout de suite. Allez, c'est parti. Hop là. Je vais quand même vous laisser voir la cascade derrière. Et je vous trouve des petits plans plutôt sympas, je trouve. Alors, on continue tout de suite. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 questions que je vais répondre ici. La première, c'est quel est ton bilan depuis que tu es au Japon? Quels sont tes projets à venir? Alors, mon bilan au Japon, c'est une vraie question large, ça. Une question ouverte. Je sais très bien qui me l'a posé en plus. Bilan... D'un point de vue général, je suis vraiment content. C'est la première fois de ma vie où je vais rester plus d'1 an à un endroit et que je me sens à ma place en fait. Et ça, je trouve que c'est la plus grande réussite pour l'instant parce qu'à chaque fois, j'avais la bougeotte. À chaque fois, au bout de 6 mois, par exemple, au Mexique, j'avais envie de bouger soit sur une autre ville, soit dans un autre pays. Alors que là, je me sens vraiment bien à Kobe et je me sens vraiment ancré en fait. Et c'est vraiment le truc qui me manquait avant. Donc je me sens vraiment ancré à Kobe et je le ressens même par rapport à mon travail. Je suis beaucoup plus productif que quand je voyage un peu partout. Et ça, je suis vraiment content. Après, quels sont tes projets à venir? Du coup, c'est vrai que quand j'étais arrivé au Japon, je m'étais dit je me laisse 6 mois. Et au bout de 6 mois, je commence à réfléchir si j'ai vraiment envie de rester au Japon ou pas. Pour l'instant, je me vois plus rester au Japon que de retourner en France ou même d'aller vivre à Bali et tout. Donc je commence à m'imaginer des plans ou à préparer l'avenir pour essayer de trouver un visa qui va me permettre de rester au Japon. Donc là,
à moyen terme, jusqu'à fin 2024, je reste à Kobe. J'ai engagé un coach qui va me permettre de passer à l'étape supérieure par rapport à mon entreprise. Et c'est vraiment sur ça que je vais me focus jusqu'à la fin de l'année. Je vais me focus à 300% sur ma boîte. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai envie d'avoir le visa business en 2026 au Japon. Ça, c'est la première chose. Et donc pour ça, il va me falloir une année pleine en 2025 en termes de chiffre d'affaires au top. Donc pour ça, j'ai besoin d'un coach parce qu'il y a trop de choses que je ne connais pas encore par rapport à l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, en fait, la première étape, une fois que j'aurai assez d'argent, c'est que je vais engager un monteur vidéo. Pourquoi je vais engager un monteur vidéo? Parce que ce qui va me permettre de générer des clients et des leads sur Internet, grâce à ma boîte, c'est la création de contenu. Et en plus de ça, sur Zixama, j'ai vraiment envie, pareil, de passer à l'étape supérieure. Là, 2024, c'était un peu voir si faire des vidéos YouTube, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup de faire de la création de contenu. Voilà, ça attise ma créativité et ça, j'adore ça. Comme aujourd'hui, encore une fois de plus. Mais ce qui m'embête, c'est le montage vidéo. Montage vidéo, ça me prend 48 à 72 heures à chaque fois. Et c'est pas genre 7 heures de travail, c'est plus entre 10 et 15 heures par jour sur 2 ou 3 jours. Et ça, c'est impossible en fait. C'est pas viable sur le long terme. Et à chaque fois, je suis obligé de choisir entre cette semaine, soit je me focus sur ma boîte, soit je me focus sur Zixama. Et ça m'embête. Donc j'ai envie de me focus d'abord sur ma boîte dans un premier temps, générer assez de revenus pour pouvoir vivre et engager un monteur pour que lui ensuite, il puisse améliorer ma création de contenu pour ma boîte, pour générer encore plus de revenus et également sur ma chaîne Zixama pour pouvoir proposer un contenu de meilleure qualité. Donc en fait, c'est ça ma vision sur 2024 et 2025. Et voilà, en parlant de 2025, je quitte le Japon au mois de mars. J'aimerais bien faire avril, mai, juin au Japon en visa touriste. Si je peux pas, je ferai avril, mai, juin, juillet, août à Bali parce que j'ai envie de retourner à Bali, revoir mes amis. Que j'ai là-bas. Et puis Bali me manque aussi. Donc je retournerai à Bali. Ensuite, je retournerai en Inde au mois de septembre. Et après, je finirai l'année, je pense, 2025 en France. C'est ça les plans, en tout cas sur 2025. Donc octobre-novembre, je retournerai en France. Et après, soit j'ai généré assez de revenus avec mon entreprise parce qu'il faut générer plus de 60 000 € pour avoir un visa business entrepreneur au Japon. Plan B, on va dire, ça serait de trouver un visa étudiant. Voilà, je trouve un visa étudiant. Enfin, je fais un visa étudiant et pendant un an, j'étudie le japonais. Comme ça me permet d'améliorer mon japonais et de rester après sur le sol en 2027. Enfin, de toute façon, 2027, c'est encore très loin. Donc voilà mon bilan et mon plan sur les 3 prochaines années, on va dire. Mais j'ai vraiment envie de passer à l'étape supérieure, que ce soit sur mon business et sur cette chaîne YouTube. Voilà pour ta réponse, mon cher ami. Après, quand est-ce que tu es dispo pour qu'on vienne te voir? À Skip, toujours en tournage. Eh bien écoute, vous venez quand vous voulez me voir. J'ai un ami qui passe cette semaine. J'ai mon frère et mon meilleur pote qui passent pendant 2 semaines à partir du 18 août. Du 18 au 1er ou 1er 5 septembre par là. C'est dur, putain, c'est dur, c'est la merde. Donc voilà, moi je suis open pour que vous venez me voir sur Kobe. N'attendez pas que j'aille sur Kyoto parce que je suis pas très fan de Tokyo. Mais dans le Kansai, j'adore, donc avec grand plaisir. Préfères-tu la vie française ou japonaise? Ben écoute, je vais te répondre que je préfère la vie japonaise. Je me sens pas du tout à ma place en France. J'adore la France. Mais j'adore juste passer quelques temps en France, genre quelques semaines pour des vacances, voir la famille, les amis. Donc comme un Français qui aime partir 3 semaines en vacances dans un autre pays, il est content de revenir en France. Bah moi c'est exactement la même chose mais à l'étranger. Donc en fait pour répondre à cette question, préfères-tu la vie française ou japonaise? En fait c'est que je préfère vivre à l'étranger tout court que de vivre en France. J'ai toujours préféré ma vie à l'étranger que ma vie en France, pour toutes ces raisons-là. Et puis c'est trop bien en fait, tu découvres des choses tous les jours et ça c'est un vrai kiff. Combien de pays as-tu parcouru? Ton top 3 destinations? Ben écoutez, combien de pays ai-je parcouru
Je les affiche tous à l'écran maintenant. Brésil, Japan, Maurice, République tchèque, États-Unis, Ukraine, Mexique, Thaïlande, Grèce, Espagne, Écosse, Angleterre, India. Indonésie. Et ton top 3 destinations, alors mon top 3 destinations, le premier c'est le Japon, sans hésiter, que ce soit en voyage ou même pour y vivre. Le Japon c'est vraiment de la frappe pour l'instant, donc c'est vraiment mon top 1. Top 2 pareil, sans hésitation, c'est Bali. D'ailleurs j'ai toujours dit que si le Japon ça me plaisait pas, ma solution de repli c'était Bali, parce que Bali j'ai adoré. Et après mon troisième c'est plus compliqué, il y a plein de pays que j'ai adoré. Brésil j'ai bien aimé, Mexique j'ai bien aimé, Thaïlande j'ai adoré. Maintenant si je devais choisir un top 3 sur le long terme, je choisirais San Francisco. J'ai adoré San Francisco. Donc ouais, les États-Unis j'ai bien aimé quand même. Toute la côte ouest des États-Unis, je trouve ça trop stylé. J'ai pas fait San Diego par exemple, mais je pense que c'est vraiment à faire. Donc, et puis en plus c'est mon premier gros voyage que j'ai fait à partir de mes 18 ans. Donc question, voilà. En plus sentimentalement parlant, je dirais les États-Unis en top 3. Et donc la dernière question avant d'aller à Suma Beach, donc de quitter la montagne pour la mer. Comptes-tu retourner en Inde pour refaire des retraites silencieuses? Si oui, à quelle date? Alors oui, je compte bien retourner en Inde déjà, premièrement. Je compte bien refaire des retraites silencieuses là-bas. Et si oui, à quelle date? Comme je l'ai dit, au mois de septembre, je pense retourner en Inde, donc septembre 2025 maintenant. Et je compte après y aller tous les ans en fait en Inde, parce que c'est vraiment là-bas où je déconnecte le mieux. Quand je pars 2-3 semaines, c'est le seul endroit sur Terre où je peux couper mon téléphone, où je peux couper mon Mac, la connexion Internet, tout ça, faire que de l'humanitaire et vraiment me reconnecter aux choses vraiment essentielles de la vie. Et ça, j'adore ça, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos. C'est pour ça que j'adore aller à l'ashram en Inde. Donc bien sûr, j'y retournerai et les prochaines fois, j'essayerai. Donc peut-être choisir entre 5 et 10 personnes pour venir avec moi en Inde. Ça, avec grand plaisir pour faire de retraites silencieuses. Mais oui, bien sûr, avec grand plaisir pour initier plein de monde à la retraite silencieuse. C'est vraiment quelque chose d'incroyable et je le conseille vraiment à tout le monde. Comme je dis à chaque fois, c'est le truc tous les ans qui me permet de faire table rase sur l'année et de recharger les batteries et puis d'enchaîner sur ma nouvelle année. C'est vraiment une expérience transformatrice, les retraites silencieuses. Donc ça, j'ai vraiment envie de l'inclure dans mon prochain business, à coup sûr. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions par rapport au Japon. Maintenant, ça va être des questions orientées 100% business. Et pour ça, on va quitter la montagne, direction la mer, Suma Beach. C'est parti! Hop, allez, dernière partie de cette vidéo et là on va attaquer les questions liées au business. On va commencer par une question très simple, c'est quel est ton parcours, d'où viens-tu, as-tu fait des études, si oui, lesquelles? J'ai l'impression d'être dans Zach Nani en roue libre quand il pose la première question. D'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire? Est-ce que tu peux te présenter, dire qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît? Bref, quel a été mon parcours et d'où je viens? Je viens de Redon. Redon, c'est une ville de 10 000 habitants. De devenir... Ok, est-ce qu'on peut reprendre la vidéo? Merci. Donc, d'où je viens? Je vais reprendre la question. Donc, je viens de Redon. C'est une ville à 1 heure de Vannes, 1 heure de Nantes et 1 heure et 30 minutes de Rennes. Donc c'est dans ce triangle-là, c'est une ville de 10 000 habitants à peu près. Et quelle étude j'ai fait? J'ai fait un bac STG là-bas. Enfin, je me suis arrêté au bac STG à Redon. Ensuite, je suis parti en Écosse pour devenir footballeur professionnel. Chose que je n'ai pas réussi parce que je n'avais totalement pas le niveau. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et donc je suis retourné en France et j'ai fait un BTS NRC en alternance. Donc j'ai commencé par vendre des maisons en porte-à-porte. Des maisons individuelles en porte-à-porte, donc j'allais dans les HLM et je frappais, je me rappelle, il y avait 44 appartements à chaque fois, à la bouletterie à Saint-Nazaire pour ceux qui ont la ref. J'ai fait tous ces immeubles-là et je frappais aux portes et je vendais des maisons sur plaquettes et donc un projet à des primo-accédants pour accéder à la propriété. Et ensuite, j'ai été contacté par une entreprise, enfin par un chasseur de tête pour une entreprise
pour devenir commercial dans les photocopieurs ou les copieurs et j'y suis resté un peu plus de 5 ans là-bas. Voilà pour mon parcours. Et as-tu fait des études? Donc oui, j'ai fait des études, je me suis arrêté au bac+2. Quel est ton business précisément? Comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Alors comment je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, ça rejoint un peu mon parcours d'avant. Je vous laisse en fait aller regarder pour les personnes qui ne l'ont pas vu. Ça a été la première vidéo de ma chaîne. J'explique en fait comment je suis passé du salariat à entrepreneur. Donc j'en ai fait une vidéo dédiée. Ça détaille tout mon chemin en fait, de ma prise de conscience pendant le Covid jusqu'à me retrouver ici en tant qu'entrepreneur au Japon. Et ensuite, quel est ton business précisément? Alors mon business précisément, je coach, je forme et j'accompagne des commerciaux freelance et toute personne qui veulent se lancer dans le monde de la vente. Après, ça va dépendre. Les personnes qui ne connaissent rien à la vente, là, ils vont avoir formation plus accompagnement sur plusieurs mois. Souvent, c'est sur entre 2 et 3 mois. Et puis, pour les personnes qui sont un peu plus avancées, là, ça va être du sur-mesure, donc plus du coaching accompagnement. Et également, je vais former toute personne à l'outil DISC, donc DISC et force motrice. Qu'est-ce que c'est l'outil DISC? Un outil de communication interpersonnelle qui permet de mieux se connaître. Avant de vous accompagner ou d'accompagner mes clients, je leur envoie un questionnaire personnalisé. Après, ils vont avoir un rapport d'une dizaine de pages où là, ils vont connaître leurs forces, leurs axes d'amélioration, leur motivation, pourquoi ils sont motivés par telle ou telle chose et comment ils se comportent. Donc, ça vous permet vraiment de mieux vous connaître. Ensuite, ça va vous permettre de mieux connaître la personne que vous avez en face de vous et donc du coup d'adapter votre communication à la situation et à la personne que vous avez en face de vous. Je prends un exemple concret. Par exemple, ce week-end, j'étais guide pour vous montrer que ça ne marche pas que dans la vente, mais ça marche également dans votre vie personnelle. J'étais guide ce week-end et donc j'avais 3 personnes en face de moi. J'avais un profil rouge, donc un profil dominant où il fallait être très directif. Et donc ça, je l'ai compris au bout de 10 à 20 secondes avec eux. Rien qu'avec la poignée de main, le regard dans les yeux et le fait qu'elles prennent le lead directement sur les choses. Et par exemple, j'avais un profil conformiste. Donc conformiste, c'est les personnes qui aiment les détails. Et donc selon la personne que vous avez en face de vous, c'est ultra important de parler le même langage que lui. Pourquoi? Parce qu'il va se sentir compris, il va se dire tiens, j'aime bien cette personne, elle parle le même langage que moi. Et donc du coup, c'est comme ça que vous allez réussir à influencer la situation et à influencer votre interlocuteur. Alors mea culpa, je dis bien influencer et pas manipuler. Manipuler, on va être sur le côté obscur de la force. Influencer, on va être sur voilà, le côté bienveillant de la force, on va dire. Un Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais pour l'attaque. Pour revenir à l'exemple, donc un conformiste, quand je lui donne des informations sur un temple, je ne vais pas lui dire c'était au 9e siècle et puis c'est tout en fait. Je ne vais pas donner des détails superflus, je vais vraiment rentrer en profondeur. Donc je vais dire ce temple-là a été fait en 836 par telle ou telle personne qui a fait ceci, cela. Vous voyez, je vais lui donner vraiment des choses précises et c'est ça qu'il va aimer parce que ces personnes-là aiment capter un maximum d'informations. A l'inverse, si j'ai un profil influent en face de moi, jamais je vais lui dire alors ce temple a été fait en 836 par telle ou telle personne qui a vécu de telle ou telle date à cet endroit-là, parce qu'au bout de 5 minutes, ce mec-là, je vais le perdre. Tiens. Quoi? Je me fais chier. Pourquoi? Parce que l'influent, il ne veut pas énormément de détails. Ce qu'il veut, lui, c'est un vrai storytelling et des émotions. Donc là, pour ces personnes-là, je vais créer une histoire par rapport à ce temple. Et donc là, je vais dire ce temple a été créé au 9e siècle et pas en 836 par exemple, par Kukai. Kukai, ça a été le plus grand moine, machin. Et là, je vais commencer à raconter une histoire. Et c'est comme ça en fait que je vais réussir à capter mon audience et m'adapter à la personne que j'ai en face de moi. Et donc ça peut être vrai, que ce soit dans votre vie professionnelle et personnelle. Et ça, c'est grâce au disque. Et c'est vraiment un outil qui a changé ma life. Et c'est pour ça que voilà, c'est vraiment le truc que j'adore faire dans mon métier. Ensuite, comment se passent tes rapports avec l'URSSAF depuis le Japon? Eh bien écoute, ça se passe très très bien. Bon, il me faut un VPN quand même parce que sur certains sites du gouvernement français, quand tu es à l'étranger, la connexion est refusée. Donc il faut un VPN pour pouvoir se connecter via une adresse IP française. Mais après, j'ai envie de dire, ma boîte est domiciliée en France. Pourquoi? Parce que mes clients sont français, je parle français, le produit que je vends est français. Donc avec l'URSSAF, ça se passe très bien, quoi. Je paye mes impôts en France et ils s'en fichent en fait que je vive au Brésil, au Japon ou aux États-Unis. Tant que je paye mes impôts en France, c'est tout ce qui leur importe, on va dire. Donc ça se passe très très bien avec l'URSSAF. Autre chose pour les personnes qui veulent s'expatrier comme ça, très important d'avoir quand même une carte SIM française parce que vous allez tout le temps avoir la connexion FA et donc ils vont vous envoyer un SMS sur votre numéro de téléphone français. Donc c'est bien d'avoir les deux. Voilà pour cette question.
penses-tu y faire ta domiciliation fiscale à terme entrepreneur au Japon sans passer par la France? Qui revient à l'ancienne question, le Japon est-il plus avantageux pour les entrepreneurs? Alors, le Japon est-il plus avantageux pour les entrepreneurs? J'en sais absolument rien pour être honnête et je ne me suis pas penché sur la question. J'ai des projets de créer des entreprises, de créer des projets au Japon parce que je trouve qu'il y a vraiment plein de connexions de business à faire entre le Japon et la France. C'est incroyable. Le Japon adore la France et les Français adorent le Japon. Donc il y a vraiment des trucs incroyables voilà, il y a vraiment des synergies incroyables à mettre en place. Et ça, j'ai plein d'idées. Donc si c'est à faire, je le ferai et peut-être que je passerai par la case entreprise fiscale au Japon. Mais pour l'instant, je t'avoue que ma priorité, c'est de générer du cash avec EasyVente, voilà, passer à plus de 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et donc, c'est déjà mon focus sur 2024 et 2025. On verra pour la suite. Voilà, dernière question. Envisages-tu, en tout cas, j'espère avoir répondu à ta question. Envisages-tu de faire des formations commerce-vente au japonais une fois la langue maîtrisée? Alors non, je ne pense pas faire des formations commerce-vente au japonais une fois la langue maîtrisée. Pourquoi? Parce que déjà ça va me prendre beaucoup de temps avant de maîtriser le japonais business. Et puis en plus de ça, il faut savoir que les japonais ne fonctionnent pas du tout comme les français dans le commerce et la vente. Il y a d'autres mœurs, il y a d'autres manières de négocier, je pense. Et donc pour être légitime à vendre des formations aux japonais, il faudrait que déjà je connaisse toute la partie ressources humaines et tous les rouages de la vente dans les entreprises japonaises pour pouvoir adapter mon contenu aux japonais. Ce qui est vraiment beaucoup trop de travail et voilà, ça ne m'intéresse pas de le faire. Trop d'efforts pour peu de résultats. Je préfère me concentrer sur les Français, concentrer sur ce que je sais faire, concentrer là où je suis bon en fait. Et c'est déjà bien assez. Voilà, et bien écoutez, c'était la dernière question sur la FAQ et sur mon business de manière générale. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'espère que vous y voyez un peu plus clair par rapport à mon business et ma vie ici au Japon. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère comme d'habitude qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me mettre en commentaire si vous voulez que je réitère ce genre de format-là. Si ça vous plaît, j'y trouverai un nom et je ferai plusieurs FAQ. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous. C'était Zixama. Je vous aime la MIF. Namasté.